c'est à tombeau ouvert que nous roulons sur l'autoroute de l'aliénation. Nous ne sommes pas encore dans un asile d'aliénés, mais les camisoles chimiques font leur travail. Nous sommes en France, où vivent les plus grands consommateurs de psychotropes. Les plus sagaces ou les moins atteints d'entre nous voient se construire cet asile, cette prison de la pensée et de la liberté de parole, surveillée par les gardes rouges du politiquement correct. On les voit, on les entend quotidiennement, ces lobotomisés errer comme des zombies, annonnant à la télévision, à la radio, différentes antiennes du politiquement, socialement et même religieusement correct, sous la direction des algorithmes, du renversement à 190 degrés de toutes les valeurs et de l'incertitude philosophique et morale sur la différence du bien et du mal. Les animaux malades de la peste sont d'actualité. Tous ne mouraient pas, dit le fabuliste, mais tous étaient frappés. Aujourd'hui, cette peste a pour nom le transhumanisme, dont les effets frappent en effet tous les secteurs de la vie. J'avais prévu une conférence assez longue, que j'ai été amené à écourter pour les raisons que l'on vous a dites, donc je ne vais pas parler de mon livre, naturellement, mais je vais évoquer le transhumanisme, l'eugénisme, le réductionnisme, à la lumière de ce qui vient de se passer en France, puisque je cherche à coller à l'actualité, c'est-à-dire les états généraux de la bioéthique. Après avoir goûté musicalement le fracassant crépuscule des dieux, nous allons peut-être vivre le crépuscule des humains et laisser place aux transhumains, dont certains spécimens sont déjà là, puis ensuite aux post-humains en gestation, et enfin aux cyborgs en embuscade qui se préparent à en finir une fois pour toutes avec l'homme. Car tel est bien le but du nouvel ordre mondial, gérer le zombie consommateur à l'aide du transhumanisme comme nouvelle religion et morale, prenant pour idole l'intelligence artificielle proposée à des populations progressivement hors sol et lobotomisées. Cette future religion, qu'on appelle le transdéisme, est a été baptisée comme ça par un certain Anthony Lewandowski. Alors certains disent de moi, j'ai lu ça dans certaines recensions, que je suis apocalyptique. Eh bien, ils ont raison si l'on s'en tient à la signification exacte du terme. L'Apocalypse est une révélation, est un soulèvement du voile, un découvrement de la réalité. À l'inverse, je ne suis pas fondamentalement pessimiste, car en tant que chrétien, je sais, comme nous le dit l'Écriture, que les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Mais cela n'empêchera pas les souffrances à venir, qui sont programmées. Nous faisons face à une subversion totale par l'inversion des valeurs ou l'épuisement de leur sens. Les valeurs anciennes étaient des absolus, le beau, le bon, le vrai, le naturel. Les nouvelles ne sont que des moyens pour aboutir justement à leur effacement et à leur remplacement. Du prototype de l'homme de la civilisation grecque, le kalos kagatos, on est passé à l'homme de bien, l'honnête homme de la culture française, qui aujourd'hui est réduit à l'individu statistique, soi-disant autonome. La morale est mise en question. Je parle maintenant d'actualité. Tout récemment, dans la foulée de cette farce tragicomique des États généraux de la bioéthique, je dis tragicomique parce qu'elle est tragique pour ses futures conclusions, elle est comique par l'imposture. Le président du Conseil consultatif national d'éthique, le CCNE, ne déclarait-il pas ne pas savoir ce que sont le bien et le mal, ce qui est un petit peu fort pour le responsable du Comité national d'éthique.
Peut-être aurait-il dû dire qu'il ne savait plus ce que sont le bien et le mal, marquant et reconnaissant ainsi une rupture de morale. Quand le mal devient le bien, et le bien le mal, et ce n'est pas une façon de parler, parce qu'en bioéthique, c'est exactement ce qui se passe. On est dans la subversion, laquelle subversion est le moteur sous-jacent de toute révolution. Et leurs sectateurs néognostiques du transhumanisme parlent évidemment de cette nouvelle morale. Et continuant sur sa lancée, le président du CCNE, le professeur Jean-François Delfraissy, a pu déclarer non seulement qu'il ne savait pas ce qu'était le bien et le mal, mais osant aller plus loin, il ajoutait « Je vais vous dire ce qu'on appelle les valeurs universelles, les droits de l'homme, etc. Les Chinois appellent ça des histoires d'occidentaux. En Chine, il y a une science qui avance, ce qui veut dire que la nôtre n'avancerait pas. Il y a une science qui avance et il y a des ruptures vis-à-vis des grands principes qui prévalent chez nous. Par exemple, dit-il, il y a actuellement plusieurs milliers de transplantations qui sont réalisées à partir d'organes de condamnés à mort. Nous le savions, mais nous discutons toujours avec eux, naturellement, pour établir des lois internationales de bioéthique. Plaisanterie. Mais ce pragmatisme amoral, c'est alpha privatif, sans morale, il n'est pas immoral, il est sans morale. Ce pragmatisme amoral, eh bien, il est aussi valide chez nous. Et je vais faire une analogie qui est en plein dans l'actualité. Ce prélèvement d'organes sur des condamnés à mort en Chine, que le président du CCNE prend pour exemple de relativisme des grands principes, n'est-il pas proche de l'expérimentation que nous pratiquons nous-mêmes en Occident sur des embryons humains qui, du fait des processus utilisés, sont eux aussi des condamnés à mort? Car dans les deux cas, c'est au nom de la science et de la médecine que se développe paradoxalement une culture de mort. Pratiquement, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'on fait, par exemple, une fécondation in vitro, lorsque l'on fait une syngamie, que l'on met en présence d'un ovocyte des spermatozoïdes, on va obtenir un certain nombre d'embryons humains. Pas 1, 5, 6, 10. On va faire un tri et on va en choisir un ou deux que l'on va implanter dans l'utérus. Et les autres, qu'est-ce qu'on en fait? On les congèle, on les vitrifie. La loi française oblige à les supprimer au bout de 4 ou 5 ans. Soit le couple qui a fait cette opération vient en rechercher un deuxième embryon, soit généralement il les oublie. Ce qui me fait dire à certains couples, dimanche prochain, quand vous passerez devant le laboratoire, allez donc faire une petite visite à vos enfants qui sont là-haut, dans le froid. Soit ils sont donnés à d'autres couples qui en demanderaient, soit ils sont utilisés pour la science. S'ils sont utilisés pour la science, ils sont obligatoirement détruits. On touche un embryon, on le tue. Toute recherche sur l'embryon tue l'embryon. La recherche sur l'embryon est un crime. Alors je me mets en difficulté naturellement avec la loi, puisque la loi l'autorise depuis 1 an. On peut ajouter aussi les travaux chinois, parce que la Chine est très en avance, puisqu'elle n'a pas d'éthique. On peut y ajouter les travaux chinois sur l'acide désoxyribonucléique, qui a été collecté de par le monde sur des échantillons de salive d'individus avec un quotient intellectuel supérieur à 160. Beaucoup de prix Nobel ont été appelés pour cela. Donc ils ont fait cette collection, ce qui leur permet de sélectionner des gènes, d'avoir une banque de gènes à haut pouvoir, théoriquement, à haut pouvoir de quotient intellectuel, dont le but précis
d'une fabrication espérée de générations d'hommes supérieurs. Et parallèlement, ils opèrent le clonage. Récemment, 3 mois, au début de 2018, ils ont annoncé le clonage de primates à Shanghai, qui annonce donc le futur clonage humain. Quand un pays ou un continent se lance dans des recherches de ce type, les autres continents s'énervent parce qu'ils vont prendre un retard technologique. C'est ce qui se passe par exemple avec l'intelligence artificielle. Là, le gouvernement vient de prendre des décisions pour que l'on avance sur cette recherche, parce que sinon nous allons perdre des brevets et nous serons amenés à acheter des droits dans des pays qui auront pris de l'avance. C'est pareil en biologie. Alors, dans ces conditions, quelle est la possibilité d'émettre encore des principes bioéthiques internationaux ? Il existe une convention, la convention d'Oviedo, qui interdit ce genre de choses. Dans tous les congrès où je participe, notamment à Strasbourg, on brandit toujours cette convention d'Oviedo. Et tout le monde s'est assis dessus depuis longtemps. Car en bioéthique, qui est devenue ce que j'appellerais une imposture bioéthique, tout est désormais à géométrie variable. Rien n'est vraiment inscrit dans le marbre, tout est fluctuant. Et d'ailleurs, la nouvelle morale des transhumanistes n'est-elle pas, par exemple, de nous imposer, ce qu'ils feront, de choisir les meilleurs gènes pour nos enfants? Bien entendu, à partir du moment où ces techniques sont mises en place, il faudrait être fou pour ne pas choisir les meilleurs gènes. Mais vous voyez, nous nous mettons dans une nouvelle situation, la situation où nous décidons, nous, des gènes de nos enfants. Cela s'inscrit dans une dynamique de la recherche et du droit à l'enfant parfait. En effet, à partir du moment où la technique devient possible, si la proposition est faite sur ce fameux marché de l'enfant parfait, qui pourrait être assez fou pour ne pas choisir les meilleurs gènes pour sa progéniture? Et celle-là dans le cas où la procréation est rebaptisée reproduction humaine. La sémantique a son importance. Nous avons des lois sur la procréation, les transhumanistes ont des propositions sur la reproduction industrielle de l'homme. C'est-à-dire de passer par l'exogénèse. Alors ça, c'est un des grands fondamentaux du transhumanisme, de pousser à la recherche de l'utérus artificiel, du liquide amniotique artificiel, il y a des avancées, de façon à en terminer avec cet esclavage de la femme condamnée à 9 mois de gestation. Actuellement, on peut lui éviter déjà à cette malheureuse le contact avec l'homme, puisqu'on peut faire tout ça in vitro. On peut faire avancer cette gestation jusqu'à un certain point, puis la reprendre plus tard pour la finir en incubateur. Il nous reste une assez longue période médiane, et c'est là où sont actuellement les recherches. Donc, retenons que l'exogénèse, qui consiste à faire éclater la maternité, alors certaines féministes sont dans une situation impossible, parce que les unes sont satisfaites d'échapper à cette période difficile, et d'autres sont furieuses parce que c'est encore un coup des hommes qui veulent nous retirer ce qui est notre apanage. De toute façon, le Comité national d'éthique que nous avons en France a lui aussi une morale élastique. Il est devenu récemment perméable et favorable à l'ouverture de la PMA aux couples de femmes, aux lesbiennes,
en désaccord avec leurs propres avis. C'est-à-dire qu'il y a encore 1 an ou 2, le CCNE était opposé à ça. Et maintenant, le voilà qui est disposé à accepter ce genre de choses. Alors pourquoi cette volte-face? Sans doute parce que le président a estimé que ce nouveau droit de l'homme, si l'on peut dire, s'inscrit dans une revendication de liberté et d'égalité dans l'accès aux techniques de PMA pour répondre à un désir d'enfant. Rappelant au passage que le CCNE a souhaité pallier une souffrance induite par une infécondité résultant d'orientation personnelle. Alors qu'il s'agisse de lesbiennes, ou tout simplement de ce qu'on appelle le social freezing, c'est-à-dire la vitrification d'ovocytes de femmes qui privilégient leur carrière et qui désirent enfanter plus tard ou après la ménopause, ce renversement total de position de la part du CCNE, ce n'est pas nouveau. Il est sous la pression des médias subventionnés et des lobbies LGBT si influents et protégés par l'ONU, autant que par les commissions de bioéthique de l'Union européenne. M. Ban Ki-moon, secrétaire des États-Unis, a l'an dernier nommé un expert en matière d'homosexualité, de façon à ce que cette déviance devienne la normalité et qu'elle soit non pas imposée, parce qu'on ne peut pas encore le faire, mais ça viendra, qu'elle devienne la normalité dans tous les pays. Et la pression est ainsi faite. Alors je peux vous témoigner de ce qui se passe par exemple à Bruxelles avec les commissions de bioéthique. Les commissions de bioéthique ont des responsables. Chaque commission a un sujet particulier. Généralement, le président de ces commissions est choisi parmi les minorités sexuelles. Pour ce qu'il s'agit, lorsqu'on parle de la GPA, la gestation pour autrui, je crois que je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame, mais de toute façon, il y a le passage d'un monsieur à une dame ou d'une dame à un monsieur. Sans jugement de valeur, naturellement, on ne juge pas, n'est-ce pas? Alors, cette personne est responsable de la gestation pour autrui. Elle a été accusée, cependant, d'avoir des intérêts financiers aux Indes. Et vous savez que les Indes sont le réservoir des ventres alloués. Tout récemment, je lisais dans un canard parisien que l'on s'inquiétait en France de la montée de l'homophobie, de la transphobie et de la LGBT-phobie. Vous voyez que la sémantique des médias est d'une créativité extraordinaire et atterrante. Ainsi, peut-on lire sous l'excellente plume, par contre, de Jean-Marie Leméné, qui fait partie de la Fondation Jérôme Lejeune, que, je le cite, « Depuis plus de 30 ans, le CCNE a ainsi validé des évolutions relatives à l'avortement, au dépistage anténatal, au génie génétique, à la procréation médicalement assistée, à la congélation de l'embryon, à la recherche sur l'embryon, etc. Depuis plus de 30 ans, sur les ruines d'une morale déconstruite, le CCNE en a reconstruit une nouvelle. Et ce nouvel ordre moral s'est structuré insensiblement, et personne ne s'est avisé d'en contester ni les fondements, ni les méthodes, ni les acquis, quand il en était encore temps. Alors, au sujet de cette congélation d'embryons, qui est maintenant acceptée en France, nous apprenions tout récemment qu'une jeune Américaine, tenez-vous bien, c'est une histoire authentique, qu'une jeune Américaine avait mis au monde un enfant provenant d'un embryon congelé depuis 24 ans. La loi française, n'est-ce pas, on détruit les embryons au bout de 4-5 ans. Ceux-là ont été conservés, quelle belle chose, 24 ans. Si bien que l'enfant n'a que 2 ans de différence avec la mère. Alors vous me direz non, parce qu'il était congelé. Est-ce que le fait d'être congelé efface le temps? Il y a une question philosophique ici. En tout cas pour moi, elle est la maman d'un bébé contemporain à elle. Et ce genre de folie existe d'une autre façon. Tenez, je vais vous poser une devinette, là, ça va faire un peu relaxer. Comment peut-on être
le fils de sa grand-mère et le frère de son père. Alors, peut-être vous connaissez cette histoire, parce que ça a été publié dans les journaux britanniques, parce que ça s'est passé là-bas. Et alors, je vais vous mimer la scène telle que la journaliste la raconte. « Maman, dit un jeune homosexuel, je voudrais être papa. Ah, quelle bonne nouvelle, mon petit. Mais comment vas-tu faire? Eh bien, je vais aller au laboratoire au coin de la rue et je vais apporter un échantillon de sperme. Ah oui. Et on va trouver un ovocyte dans une banque d'ovocytes. On va le décongeler. On va mettre tout ça en tube à essai, on agite et on aura un embryon. Mais c'est génialement petit. Mais maintenant, comment vas-tu faire? Il faut que cet embryon soit inséré quelque part. Mais maman, toi, tu peux le faire pour moi. Et c'est ce qui s'est passé. Là, je vous fais rire, mais c'est ce qui s'est passé. On a donc un gentil petit garçon qui est né de cette façon. Il est donc le fils de sa grand-mère et le frère de son père. Alors voilà à quelle folie on parvient en jouant avec la génétique. La question, dit Jean-Marie Lamennais, n'est plus de savoir comment se comporter bien avec l'être humain, mais pourquoi le faudrait-il absolument? Qui serait donc l'homme pour mériter autant d'égards? Là, il copie une phrase d'un psaume. Qui est l'homme, Seigneur, pour que tu lui portes autant d'intérêt? Pourquoi serait-il sacré? Être homme ne s'impose plus. L'homme doit aujourd'hui se justifier du simple fait d'exister. Pourquoi la vie de l'homme mériterait-elle d'être plus respectée que celle d'autres espèces vivantes? C'est la thèse transhumaniste fondamentale. Le rétrécissement occidental de la raison, dit-il, ne sait plus répondre clairement à la question de savoir qui est l'homme, d'où l'inflation de toutes ces lois de bioéthique, qui sont sans doute un triomphe du droit, mais une défaite de la justice. Ce sont elles qui permettent aux transhumanistes de faire main basse sur l'humain sous pavillon de complaisance de la morale. Alors sur ce respect du caractère sacré de la vie humaine et l'éventuelle préférence que l'on pourrait donner à l'animal par les végans et les autres antispécistes, qui sont d'ailleurs presque tous des transhumanistes, je vous invite à faire la connaissance du professeur Peter Singer d'Australie, très connu, titulaire de la chaire de bioéthique du Princeton et de l'université de Melbourne. Ce bioéthicien crée la polémique parce qu'il est un grand défenseur de l'avortement, mais surtout, il propose l'infanticide maintenant. Docteur honoris causa, naturellement, de beaucoup d'universités. Il est suivi maintenant par d'autres soi-disant bioéthiciens italiens qui prônent l'avortement post-natal. J'ai bien dit avortement post-natal. Comment peut-on avorter post-natalement? Eh bien, ça s'appelle le post-birth abortion. Ça veut dire, si il avait été dans l'esprit de cette dame d'avorter pendant sa grossesse et qu'elle n'ait pas pu le faire ou qu'elle n'ait pas voulu le faire, s'il lui venait l'idée de se séparer de l'enfant né, eh bien, ça peut être considéré comme un abortion, comme un avortement, donc un infanticide. Et Peter Singer explique que jusqu'à l'âge de 6 mois, peut-être d'1 an, voire 2, il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas de conscience. Et que donc, la suppression n'est qu'une suppression de masse de chair, c'est ce que nous racontait Voltaire, déjà. Il n'a rien inventé, seulement il en est maintenant le théoricien. L'infanticide va venir à la mode parce que on va lui donner pour raison la convenance d'une famille qui, pour des raisons financières ou de simples caprices, ne désire plus garder cet enfant et ne désire même pas le donner à d'autres.
en adoption, mais purement et simplement le détruire. Alors, vous voyez ce que disait Bernanos autrefois. On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration contre toute espèce de vie spirituelle. Et permettez-moi de me citer moi-même, sans doute les intellectuels qui jusqu'à présent ont failli dans leur mission de sentinelle ou même participé à l'entreprise de déconstruction, vont-ils se ressaisir devant la menace de submersion par cette idéologie totalitaire qui se cache sous le masque de la révolution biotechnologique? J'avais écrit ça avec beaucoup de naïveté dans le transhumanisme décrypté. Mais tout de même, on sent actuellement en Europe des signes avant-coureurs d'une rébellion contre le système. Moi, ici, j'appelle à l'insurrection morale. Mais on sent très bien que les choses commencent à bouger. Reste à voir si ce mouvement ne sera pas étouffé par le python compresseur de tous ceux qui sont vendus au système. Alors revenons au titre maintenant de notre conférence et définissons ce que l'on entend par aliénation. Le terme d'aliénation est polysémique et l'on peut l'entendre sous plusieurs aspects, notamment juridiques et philosophiques. Qu'est-ce que l'aliénation? Généralement, c'est une cession d'un bien ou d'un droit à autrui, par une transmission volontaire et légale. Un degré de plus, il s'agit de l'asservissement ou de la frustration d'un individu à la suite de contraintes, ou alors il peut s'agir d'un groupe d'individus, voire de pays asservis par la force et mettant en danger le libre arbitre de chacun. Enfin, au troisième degré, on parlera de l'aliénation en cas de folie ou de troubles mentaux qui peuvent tout aussi bien être causés par la dépossession de ce qui constitue l'être essentiel, la raison d'être et de vivre. De l'aliénation de prérogatives individuelles cédées à la société, de l'aliénation sociale ou politique et à l'idéologie, vient l'aliénation mentale et pour en finir, l'aliénation totale à un nouvel ordre mondial. L'engrenage est évident, il n'y a plus quelques pas à faire pour y parvenir. Aujourd'hui, nous sommes fatigués d'être hommes. Nous sommes fatigués d'être libres de décider de nos vies et nous nous en remettons à d'autres qui vont décider pour nous et qui en fait auront un droit de vie et de mort sur l'humanité. C'est sur des critères eugénistes que l'on décidera qui peut vivre. Ce sont sur des critères sociaux et financiers que l'on décidera qui peut et doit mourir et quand. On est en plein ici dans l'actualité des états généraux de la bioéthique. En ce qui concerne les critères eugénistes du droit à la vie, la question n'est pas vraiment nouvelle. On veut trier les hommes, désormais OGM, ou HGM, c'est-à-dire humains génétiquement modifiés, comme le dénonce courageusement le professeur Privat, ils sont rares ceux-là. On veut les trier comme on trie les lentilles et les petits pois. Ils doivent être formatés et répondre aux normes précises qui leur permettent d'être considérés comme des humains. C'est ce que l'on peut appeler le déni génétique. Et on doit cela, c'est pas nouveau, à deux savants, Crick et Watson. Ces deux savants qui ont découvert la structure hélicoïdale de l'acide désoxyribonucléique et qui ont obtenu pour cela le prix Nobel en 1962. Ce qui d'ailleurs est une affaire très contestée parce qu'il semble que ce soit quelqu'un d'autre, Madame Robinson. Alors ils ont déclaré par la suite, et ça c'est très important, que les enfants qui naîtraient sans être capables de répondre avec satisfaction aux tests génétiques qu'ils proposent soient déchus de la qualité d'être humains. Conséquence, ils n'ont pas le droit de vivre. Eh bien, c'est ce que l'on fait par exemple avec les enfants atteints de Down syndrome, le fameux trisomie 21, plus connu sous le nom de mongolisme, qui sont détruits avant la naissance à la hauteur de 96%.
toutes les familles ne sont pas héroïques et préparées à accepter un handicapé. 96% des enfants ou des fœtus sur lesquels on a trouvé cette particularité chromosomique sont détruits. Je vous laisse imaginer ce que c'est que cette destruction, qui n'est pas appelée parce qu'on fait attention au vocabulaire, ce n'est pas une IVG, ce n'est pas une interruption volontaire de grossesse, c'est une interruption thérapeutique de grossesse. Je voudrais bien que vous m'expliquiez qu'est-ce qu'on a soigné là-dedans en tuant. C'est aussi ce que fait l'Angleterre avec ce fameux gène du cancer du sein au nom du principe de précaution. Et je vais vous en dire un mot. C'est aussi ce qu'a fait Israël avec la terrible maladie de Tay-Sachs. C'est d'ailleurs le plus étonnant exemple d'eugénisme d'État, comme le concède même le docteur Laurent Alexandre, pourtant transhumaniste. Un jour, une dame vient me voir à l'église pour baptiser son petit garçon. Charmant petit garçon. Et je me sens obligé de lui faire un compliment en lui disant comme il est beau. Voilà certainement un bel exemple d'un enfant nourri au sein. Non, mais pas du tout, père, pas du tout. Je n'ai pas de sein. Je me suis fait opérer, on m'a retiré les seins. Parce que j'ai, malheureusement, le gène qui a tué ma sœur, et donc j'ai pris des précautions. Et voyez-vous, me dit-elle, heureusement que je ne suis pas né en Angleterre, parce que je ne serais pas là pour vous raconter l'histoire. Parce que ce gène n'est pas la certitude que la femme, que le fœtus porteur de ce germe, lorsque la dame sera grande, fera un cancer du sein. Il y a simplement la suspicion qu'elle puisse en faire un. Et me disait-elle avec beaucoup de sagesse, comme je suis prévenu, ce qui est une bonne chose, je suis très surveillé. Et si je devais faire un cancer du sein, avec les progrès de la médecine actuelle, probablement je pourrais me traiter. En Israël, ils ont fait beaucoup plus fort que ça. Il y a une maladie terrible, il faut le reconnaître, la maladie de Tay-Sachs. Alors, ils ont interdit tout simplement le mariage entre les populations druzes et autres, où il y a une majorité de porteurs de ce gène. Ensuite, ils ont pratiqué des avortements systématiques sur ces personnes, à tel point qu'aujourd'hui, on peut dire que la maladie a été éradiquée. Mais à quel prix ? Voilà la question qui se pose. Ça, c'est des vraies questions de bioéthique qui ne sont jamais discutées parce que c'est l'État d'Israël. Alors, sur ce principe de précaution, je vous ai raconté cette histoire vécue. C'est le gène BRCA1 du breast cancer, du cancer du sein. Le tri des humains, il est maintenant pratiqué chez nous par ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire, qui voit ses indications se multiplier à la recherche de la mucoviscidose, de la myopathie, de la démence de Huntington, de la trisomie 21, etc. Nous savons maintenant faire l'édition du génome, le séquençage de l'ADN, qui ouvre l'ère non seulement de la médecine prédictive, mais aussi de l'eugénisme positif et négatif. Les bébés médicaments fabriqués en Angleterre depuis plusieurs années ont fait des émules en France en 2011. Vous vous rappelez sans doute cette histoire de la fabrication d'un enfant en espérant pouvoir à partir de lui sauver son petit frère aîné. Donc, ça n'a pas ému la presse. La presse a simplement félicité l'exploit technique. Le DPI, le diagnostic préimplantatoire nécessaire pour sélectionner le bon embryon, implique par définition la destruction des mauvais embryons. Mais on n'est plus à cela près, puisque, je le répète, à chaque fécondation in vitro, qui devient une méthode de routine, plus de 5% des petits-enfants français naissent aujourd'hui par
ce type de fécondation. Eh bien, elle génère des embryons surnuméraires qui sont donc des condamnés à terme. Donc, il est évident que l'on avance avec certitude vers la sélection des enfants à naître, tout comme le transhumanisme le demande, vers une reproduction humaine en laboratoire. Le docteur Laurent Alexandre avait dit dans un livre qui s'appelle « La mort de la mort » que bientôt, ceux qui continueront à vouloir faire des enfants comme autrefois, à la papa, seront montrés du doigt comme des gros cochons, car nous avons des méthodes stériles et impeccables pour faire ça en laboratoire. Je ne pense pas que sa prophétie arrive rapidement, mais la dynamique dans ce sens existe. Car ce que l'on cherche à faire, biologiquement, mais aussi juridiquement, c'est la séparation de la sexualité de la procréation. Et cette idée-là, elle est très grave, parce que c'est la fin de la condition humaine. Il serait ainsi possible d'éliminer tout ce qui ne convient pas. Un rapport sur le diagnostic prénatal et les pratiques sélectives montre très clairement qu'en rendant possible l'identification de plus en plus précise de pathologies du fœtus, ces techniques ouvrent la porte à des pratiques médicalisées de sélection des enfants à naître. Alors ça, la sélection des enfants à naître, c'est le grand manifeste des transhumanistes. Ils veulent se tenir aux manettes de l'évolution humaine qu'ils veulent accélérer. L'évolution humaine a pris des milliers d'années ou plus, je ne sais pas, peu importe. Mais eux veulent se mettre aux manettes d'une évolution accélérée. Alors cette séparation de la sexualité et de la procréation, c'est un des fondamentaux du transhumanisme. Et cet objectif est partagé par les responsables de la famille en France et de la recomposition de la famille. Un médecin très au fait du transhumanisme nous déclarait récemment dans Libération, je crois, enfin peu importe, que demain la déconnexion entre plaisir, sexe, amour et reproduction sera totale, tout deviendra modulable, choisi et industrialisé. Sélection et modification génétique des embryons, sexe virtuel et robosexe, utérus artificiel, enfants produits par des couples de même sexe, bébés avec 3 parents, c'est-à-dire 3 ADN, enfants produits par des couples de même sexe, vont industrialiser l'amour, le sexe et la procréation. Et d'une façon optimiste, il disait « le sexe ne va pas disparaître pour autant, mais il ne servira plus à faire des bébés ». Alors je vous laisse imaginer à quoi il peut servir. Et on veut bien le croire au spectacle affligeant que nous livre la nouvelle version de Sodome et Gomorrhe où nous vivons. L'homme s'est voulu affranchi de Dieu, il a voulu l'autonomie, et va en fait de l'autonomie à l'aliénation. Une des grandes aliénations actuelles, c'est l'hyperconnexion. Hyperconnecté, l'homme se croit autonome, alors qu'il est devenu totalement dépendant, plus ou moins à son insu, des algorithmes qui lui disent et lui dictent ce qu'il doit faire, ce qu'il doit acheter, ce qu'il doit manger, ce qu'il doit regarder, etc. L'aliénation électronique est paradigmatique de cette situation. Nous sommes actuellement invités à nous faire reconnaître même par nos appareils, par la voix, et à lui donner nos instructions et à recevoir les siennes de façon vocale. C'est le temps de la robotisation domestique, de son utilisation urbaine. Parler avec la machine, échanger avec elle sur une base naturellement d'une réduction de la pensée et du langage. Car le transhumanisme qui nous promet une augmentation, une amélioration de toutes nos capacités physiques, physiologiques et mentales va vers au contraire une réduction. Sur cette hyperconnexion vocale, la fraude, voire la criminalité par fausse reconnaissance vocale sont inévitables.
Ceci étant, on n'est pas contre la recherche scientifique, ni contre l'utilisation de certaines avancées de ce qu'on appelle faussement l'intelligence artificielle, car ce n'est pas l'intelligence, c'est la rapidité du traitement de données, ce qui n'est pas l'intelligence. Donc la robotisation peut avoir certainement des effets très positifs, et en particulier dans la précision du geste chirurgical. Alors la question est la suivante. Est-ce que ça, c'est le crépuscule de l'humain ? Dans mon ouvrage, j'ai fait état des origines philosophiques et biologiques de l'idéologie transhumaniste. Dans ce transhumanisme décrypté, j'ai brossé un aperçu assez large de l'idéologie transhumaniste, de ses racines, des menaces qu'il fait peser sur l'humanité. L'idée de perfectionnement qui est à la base du transhumanisme y est présentée comme une héritière de la philosophie des Lumières et de l'utilitarisme anglo-saxon. De même, les origines scientifiques du mouvement s'avèrent étroitement dépendantes de la biologie, elle aussi anglo-saxonne. Par ailleurs, nous avons évoqué l'aspect utopique et de fiction des grandes dystopies cultes représentées par les ouvrages de Francis Bacon dans New Atlantis, d'Aldous Huxley, Meilleur des mondes, de George Orwell, 1984, dont nombre de leurs prophéties trouvent aujourd'hui les prémices de réalisation et où se déroulent déjà sous nos yeux en termes de génétique et de procréation plus ou moins artificielle. Des manifestes transhumanistes, souvent outranciers dans leurs fantasmes, ont tout de même fédéré des mouvements qui, se basant sur des progrès biotechnologiques, ont réussi à générer d'amples projets et programmes de recherche pris en compte par les autorités gouvernementales des deux côtés de l'Atlantique et du bassin Pacifique et à lever d'immenses capitaux. De nos jours, les idéologues et les scientifiques mettent ces fictions en perspective et s'appliquent à des programmes visant la lutte contre le vieillissement, contre la maladie et contre la mort. Certains poursuivant même le but d'une immortalité cybernétique qui ne serait d'ailleurs que celle de cyborgs, mais pas celle d'humains. D'autres encore pensent à prendre en main l'évolution de l'homme et à lui imposer leur tempo dans une révolte fondamentale contre la condition humaine. Dans cette révolte fondamentale contre la condition humaine, je vais faire une parenthèse sur ce que disait saint Grégoire de Nice dans son bel ouvrage « La création de l'homme ». Lors d'un passage, il s'irrite contre la condition humaine en trouvant inacceptable le vieillissement, la mort, mais aussi notre physiologie, la gestation, la procréation, l'allaitement, enfin tout ce qui fait la condition humaine. Et je me suis dit, voilà, ça c'est une pensée transhumaniste, la rébellion contre la condition humaine. Seulement voilà, 3 paragraphes plus tard, il reprend ces observations et les magnifie dans ce que j'appellerais la seconde chance de l'homme. Car c'est justement par cette condition humaine que nous sommes capables de nous magnifier et de nous spiritualiser. D'autres encore veulent transférer la conscience sur des serveurs, puis la placer dans des avatars ou des robots, et passer ainsi du transhumanisme au post-humanisme dans un monde de cyborgs où il n'y aura plus d'humains. L'intelligence artificielle l'a très mal nommée, partout déjà présente dans notre vie quotidienne sous la forme d'objets utilitaires, connectés, et que l'on appelle aussi faussement objets intelligents, s'idolâtre et menace l'intelligence naturelle. Elle est mal nommée si l'on veut réduire l'intelligence à la seule capacité de mobiliser des connaissances et à les associer, ce que font les moteurs de recherche et autres services électroniques puissants, sans prendre en compte ni la réflexion, ni la capacité conceptuelle, ni l'émotivité, ni le sens artistique. Dans d'autres domaines,
la procréation humaine, désormais appelée reproduction, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, subit une véritable mutation. Mutation biotechnique, mutation génétique, mais aussi morale, par la volonté idéologique et transhumaniste, souvent révolutionnaire et subversive, de séparer cette sexualité de la procréation par l'ensemble des processus de procréation médicalement assistée. De plus, le séquençage généralisé de l'ADN, qui va devenir un examen de routine pour les nouveau-nés, promeut l'enquête sur l'intimité biologique de tous, dit Jacques Tétart, un des deux pères du premier bébé éprouvette. C'est-à-dire, et c'est intéressant de voir que parmi les scientifiques qui sont au démarrage de ces opérations, il y a des repentis. C'est le cas évident de Jacques Tétart. Et l'édition du génome, naturellement, ouvre des avenues nouvelles conduisant à la thérapie génique et un changement de paradigme de la médecine qui passe de la médecine thérapeutique vers une médecine prédictive et personnalisée. Enfin, l'eugénisme domine l'ensemble de ce tableau, conduisant notre monde vivant déjà dans le numérique vers une pseudo-civilisation de vie et de mort programmée. De toutes ces convergences, de très nombreuses retombées positives sont cependant attendues, en particulier dans le domaine de la santé et du confort domestique, mais on ne parle jamais de la convergence des risques, qui sont sans doute de nature inédite. Elle n'est pas prise en considération. Bien au contraire, le principe de précaution dont la France, avec succès, a usé, n'a plus d'actualité, sauf pour supprimer des embryons par précaution. La finalité eschatologique de l'homme et son perfectionnement spirituel sont gommés de ce programme matérialiste et létal pour l'homme naturel. Car en fait, quel était le primum movens de cette idéologie? L'observation que l'homme est perfectible. Mais nous le savons. La Bible nous le dit. Adam n'était pas parfait. Il était perfectible. S'il avait été parfait, il n'aurait pas fauté. Il avait donc la possibilité d'évoluer, c'est-à-dire de se perfectionner, et se perfectionner vers la perfection. Donc, constatant que l'homme est perfectible, eux, au lieu de chercher la perfectibilité spirituelle, cherchent une perfectibilité physique et biotechnique. Donc, l'homme est en danger par le déni de l'humain, et ceci commence par le déni génétique. Se pose alors la question: comment peut-on encore penser l'humain au temps du transhumanisme? Une question, c'est le titre d'un livre de mon confrère, le père Thierry Magnin, qui est le doyen de l'Institut catholique de Lyon, qui a écrit un très bon livre sur cette question, de ce transhumanisme qui est considéré par le philosophe Jean-Michel Beignet comme une machine de guerre contre la vie. Or, la fiction est aujourd'hui dépassée par la réalité, car bien des thèmes transhumanistes qui ont été claironnés dans les manifestes historiques d'alors sont aujourd'hui des sujets de recherche plus ou moins discrètement forgés dans les laboratoires et pour certains en cours ou déjà en partie réalisés. L'heure n'est donc plus à rechercher les origines de cette idéologie pour mieux la comprendre, mais à faire purement et simplement le constat précis de la situation actuelle, des défis qui sont lancés et des menaces qui pèsent sur la société humaine et sur l'espèce elle-même. Ce n'est plus une sonnette d'alarme qu'il faut tirer, une simple mise en garde, c'est trop tard. L'horizon 2050 que l'on nous prédit est effroyable. C'est, d'après les transhumanistes, le moment de la singularité. Singularity, c'est un terme
anglais utilisé par un des papes du transhumanisme, Raymond Ray Kurzweil, qui travaille dans la Silicon Valley, dans cette université, à essayer de comprendre le cerveau de façon à le copier. Et une fois qu'on saura le copier, dit-il, on pourra le transférer. Et de ce transfert, on pourra le transférer sur un serveur, et de ce serveur sur un avatar, sur un robot. Je vais venir dans quelques instants sur la signification profonde de cette démarche. Donc, le moment de la singularité, c'est celui où l'intelligence artificielle dépassera de loin l'intelligence humaine. Laurent Alexandre parle de millions de fois, etc. Peu importe. Ce sera le moment où l'intelligence humaine sera dépassée par l'intelligence artificielle. Je me heurte sur cette question parce que ce n'est pas... L'intelligence artificielle ne va jamais vaincre l'intelligence humaine. C'est à l'intelligence humaine de gérer le matériel électronique capable de traiter de façon fulgurante des données, de les analyser et de nous les rendre à froid. Le risque, c'est qu'elles prennent toutes seules des décisions. J'avais lu des rapports de l'armée américaine, il y a un an, des gens très responsables de l'état-major s'inquiétaient de ce que les systèmes d'alerte puissent démarrer tout seuls. C'est-à-dire que la programmation des systèmes a été faite en sorte que la machine peut analyser plus vite que l'homme le risque et de faire pousser sur le bouton. Ils s'inquiétaient de la perte de contrôle au niveau de l'état-major, de la perte de contrôle, et c'est ce qui nous pend au bout du nez pour bien d'autres choses. Cette époque de la singularité sera celle aussi où 25 à 50% probablement des espèces vivantes auront disparu. Ce sera aussi le moment d'un flux migratoire de réfugiés climatiques incontrôlables. Ce sera donc le moment de la violence. Conséquence directe d'une survie de l'humanité dans les conditions de l'Anthropocène. L'Anthropocène qu'elle a généré elle-même. Ce qu'on appelle l'Anthropocène, c'est la situation actuelle où la mer monte, où les terres cultivables diminuent, où, etc., où la couche d'ozone, enfin, vous connaissez toutes ces histoires, mais ça nous crée un environnement dont nous sommes responsables, parce que jamais l'écologie générale, depuis que le monde existe, n'a été aussi atteinte que durant ces 25 dernières années par l'industrialisation forcenée de nos régions. Au-delà même des transgressions auxquelles nous assistons, nous comprenons toute la dimension subversive des démiurges contemporains qui opèrent à leur guise, tandis que la fatigue d'exister conduit l'homme au déni de lui-même, au renoncement à être, et tout va très vite. L'accélération est vraiment exponentielle. L'incertitude du futur ronge progressivement une société en partie lobotomisée qui regarde passer le train du développement vertigineux, par exemple, des NBIC. NBIC, c'est les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies électroniques et les sciences cognitives. Et leur convergence, sans saisir la direction générale. Faisant allusion au mythe de l'Antiquité, je dirais que Thésée ne reconnaît plus son bateau, tandis que les Romains se désespèrent devant le saccage de Rome et le cimetière des dieux, hier encore jugés sur leurs stèles. Nous sommes au pied du mur et peut-être le dos au mur. J'ai donné un sous-titre à mon livre, La métamorphose du bateau de Thésée. À Athènes, Thésée avait laissé son navire, et tous les jours, les Athéniens venaient
apportait des pièces nouvelles pour remplacer les anciennes, si bien qu'au fur et à mesure, le bateau, qui était toujours officiellement celui de Thésée, n'était plus reconnaissable et Thésée ne pouvait plus reconnaître son bateau. Et c'est le risque qui nous pend au bout du nez, c'est qu'à force de nous changer, parce que j'en ai pas parlé ici, mais j'en parle dans le livre, à force de nous faire des organes artificiels, ce qui n'est pas inutile, des prothèses, demain de l'insertion de micropuces sous la peau, voire sur le cerveau, on change l'homme définitivement vers un cyborg. Et ça ne sera plus un humain, c'est ça le crépuscule de l'humain. Donc nous sommes au pied du mur et peut-être même le dos au mur. La bataille qui va se livrer, c'est d'essayer de tenter de rester des humains, c'est-à-dire avec un corps biologique et naturel, avec une mémoire, avec une culture, dans un univers préservé, et ne pas tomber esclave d'un monde virtuel. Si bien que ce fameux Laurent Alexandre n'a peut-être pas tout à fait tort de dire que lors de l'avènement d'un monde dominé par l'intelligence artificielle, qui tendra, dit-il, à fusionner les êtres vivants et l'intelligence, il conviendra, ajoute-t-il, de défendre la survie du corps physique, faisant le choix délibéré de conserver une attache matérielle pour éviter de se dissoudre dans un monde virtuel. Il commence à prendre peur. C'est évidemment juste, mais c'est très insuffisant comme proposition de survie. Car contre le transhumanisme, il faut défendre l'intégrité du corps physique, et ceci pour deux raisons. D'abord, en tant que substrat de l'homme psychique, qui est fait d'un corps et d'une âme. Ensuite, parce que l'homme psychique a vocation à se spiritualiser et à devenir un homme spirituel. Je parle ici comme un défenseur du paradigme anthropologique tripartite qui considère que l'homme est fait d'un corps, d'une âme et d'un esprit, selon l'enseignement de saint Paul et de saint Irénée et de bien d'autres. Mais aujourd'hui, certains veulent remplacer l'âme par le gène. L'âme est morte, disent-ils. Vive le gène. Il existe à cet égard une formule révolutionnaire d'un Californien, Eric Gulichen, qui vit à Sausalito sur sa petite maison sur Piloti, à côté du Golden Gate. Écoutez cette phrase. L'ADN constitue l'âme moléculaire. Le cerveau représente l'âme neurologique. Le stockage d'électrons crée l'âme siliconique. Les nanotechnologies rendent possible l'âme atomique. C'est une provocation. Elle n'est pas sotte. L'ADN constitue l'âme moléculaire, le cerveau représente l'âme neurologique, le stockage d'électrons crée l'âme siliconique, les nanotechnologies rendent possible l'âme atomique. Vous savez que les nanotechnologies sont à un niveau extrêmement bas en matière de mesure. C'est d'une parfaite logique, mais paranoïaque. C'est-à-dire qu'à partir d'un jugement faux, on développe avec logique la suite de ses conséquences. Alors le premier des moyens à mettre en œuvre, c'est de comprendre la grandeur du juste nécessaire, de reprendre en main l'éducation de fond en comble et de refuser de contribuer par tous les moyens à cette croissance absurde et mortifère que l'on croit infinie. Le deuxième moyen, il faut échapper à l'hérésie néognostique du transhumanisme. Car de quoi s'agissait-il lors des grandes hérésies gnostiques du IIe et IIIe siècle, au début du christianisme? Il est bon de reprendre ici un texte de Henri Puech, dans un livre merveilleux, En quête de la gnose, qui est cité par Mircea Eliade, qui rendait ainsi hommage à la clarté et à la concision d'Henri Puech dans cette définition, je le cite. Il s'agit donc de la gnose. Plus que d'une critique ou d'une contestation, il s'agit ici d'une révolte, obstinée, violente, de vaste portée et de graves conséquences contre la condition humaine, l'existence, le monde et Dieu lui-même,
Elle peut tout aussi bien conduire à l'imagination d'un événement final qui serait une révolution, retournement et renversement de la situation actuelle, substitution réciproque de la gauche et de la droite, de l'extérieur et de l'intérieur, de l'inférieur et du supérieur, qu'au nihilisme. Il s'agit du nihilisme des gnostiques libertins qui, affranchis de toute loi naturelle ou morale, usent et abusent de leur corps et du monde pour les profaner et les épuiser, les nier et les anéantir. C'est le nihilisme d'un Basilide, par exemple, pour qui tout être, toute chose, l'univers pris dans la totalité de son devenir, sont destinés à trouver dans la nuit de la grande ignorance, dans la paix du non-être, leur accomplissement définitif. Eh bien, ce qui est décrit ici concerne la gnose, mais ça va comme un gant au transhumanisme et démontre donc l'essence subversive et révolutionnaire du transhumanisme. Je me cite. « Ce qui advint avec les philosophes des Lumières, ne saisissant que l'homme psychique, un âme et un corps, dans une réflexion réductrice, abolisant les frontières entre l'humanité et l'animalité, c'est-à-dire en ne considérant plus que la matière à éduquer et à améliorer, advient aussi pour leurs suiveurs, les théoriciens du transhumanisme, de l'amélioration et du dépassement de la condition humaine. D'un côté, réduisant tout l'homme à de l'organique, qu'il entend modifier, le transhumanisme est moniste, matérialiste et évolutionniste. De l'autre, par son mépris du corps et son désir d'en faire fi, de l'anéantir, voire de s'en affranchir, mais de conserver l'esprit, ou plus précisément la psyché, même dans un cyborg, le transhumanisme trahit plutôt une tension dualiste qui n'est pas exempte d'un parfum de gnose. D'où la question, l'idéologie transhumaniste est-elle dualiste? Oui. L'homme-machine qui avait été annoncé par Onfray de la Métrie, eh bien cet homme-machine est finalement beaucoup plus d'origine cartésienne qu'issu de la pensée d'Onfray de la Métrie. C'est au dualisme cartésien que l'on peut l'associer. Ce que ne manque pas de faire le spécialiste de la théorie de la culture et de l'histoire des mentalités, j'ai cité Hartmut Böhme, ou le philosophe néo-marxiste post-structuraliste Slavoj Žižek, Böhme dit « Les prophètes Marvin Minsky et Hans Moravec ». Marvin Minsky, à Boston, est le père et un des pères de l'intelligence artificielle. Et Hans Moravec, grand transhumaniste. Par exemple, sont des gnostiques. Ils veulent surmonter le monde de la matière et de la corporéité dans le but de créer une sphère de l'esprit. Certes, disent-ils, il faut sacrifier le corps humain, ce tas de terre, ce sac d'entrailles, mais on peut le faire le cœur léger, car la terre et le corps sont marqués au fer de la perdition. Se défaire du corps et sauver l'esprit en le téléchargeant, puis en le transférant dans un autre corps, est-ce que ce n'est pas le paradigme de la réincarnation? Je vous signale, j'étais obligé d'alléger le texte, je vous signale que le bouddhisme, l'hindouisme, marchent très bien avec le transhumanisme. Et le Dalai Lama actuel a dit que ces travaux sont très importants parce que pour ceux qui croient en la métempsychose, ça devient passionnant. Si je le rencontre, je ne l'appellerai pas vénérable. Alors, faire de Ray Kurzweil, le Californien, un néognostiste scientifique, n'a rien d'incertain. Je ne voudrais froisser personne, mais on sait comment Pierre Teilhard de Chardin était lui aussi tenté par cette idée de la noosphère qu'il caressait et dont il n'était d'ailleurs pas l'inventeur du concept. Quant à faire du jésuite paléologue un autre gnostique, j'en suis convaincu. Slavoj Žižek, le psychanalyste et philosophe néo-marxiste, est encore plus clair sur l'aspect gnostique de l'idéologie transhumaniste. L'académicien de l'Académie royale de Belgique, transhumaniste, Gilbert Hautois, qui flirte vraiment avec le transhumanisme, lui-même reconnaît une frange prophétique quasi religieuse dans le mouvement transhumaniste. Et on nous promet que dans un futur proche, il sera possible d'optimiser nos capacités physiques et psychiques par la manipulation du génome humain. Même le rêve technognostique de l'immortalité semble désormais à portée de main par la transformation de nos identités
en applications informatiques téléchargeables sur divers appareils. C'est ça le réductionnisme du transhumanisme et non pas son amélioration. Que l'on s'arrête au transhumanisme dans sa version biologique, c'est-à-dire de l'amélioration des performances et de la complémentarité du corps avec les biotechnologies, ou dans sa version gnostique du mépris du corps et de la volonté de s'en passer, ou pire encore, au post-humanisme avec la création de cyborgs, d'avatars et d'autres robots sur lesquels on réussirait à transférer la soi-disant intelligence humaine, nous sommes dans tous les cas de figure face à un attentat blasphématoire contre l'humain, contre la condition humaine, en un mot, contre la création divine et ses créatures.